L'UFC Paris, c'est samedi, l'analyse de la carte principale sous l'angle des cotes de Paris. C'est par ici. On vous fait ça juste après l'intro. Allez, c'est parti mon kiki. Bienvenue chez Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Tous. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Unibet.fr. Brian, on a évidemment été très chaud sur les dernières semaines, on a quasiment tout analysé. On va donc prendre le temps sur les cotes, vraiment sur les cotes cette fois-ci. Le combat d'ouverture de la carte principale sera Losene Keita contre Patricio Pitbull. On vous met le tail of the tape et on aborde ce qu'on pense des cotes juste après. Losene Keita fera ses débuts à l'UFC. Il est à 16 victoires en 17 combats professionnels et est l'ancien champion featherweight à l'Octagon, ainsi que le vainqueur du tournoi lightweight de 2024. Il a remporté 10 combats par KO, soit 63% avant la limite. L'ancien champion featherweight et lightweight du Bellator, Patricio Pitbull, occupe la 11e place du ranking UFC et est 18e chez Fight Minds. Il affiche 37 victoires en 45 combats, 1-1 à l'UFC, 24-6 au Bellator et a remporté 12 combats par KO, autant par soumission, soit 65% avant la limite. Losene Keita est sur une série de 5 victoires depuis sa défaite sur blessure. Dès son retour, il récupère son titre featherweight à l'Octagon par KO en décembre 2023. Il rentre ensuite dans le tournoi lightweight et enchaîne 4 combats sous 10 mois, en commençant par une victoire contre l'ancien champion du Cage Warriors, Agi Sardari. Il finalise ensuite Bogdanovic, prend la décision face à Lejerski pour accéder à la finale, où il finalise Paradiser dans le deuxième round. Patricio Pitbull s'est incliné en bantamweight face au champion du Bellator Sergio Pettis en juin 2023, puis a connu pour la première fois de sa carrière une deuxième défaite consécutive face à Suzuki au Rising le mois suivant. Il est revenu défendre son titre featherweight contre Kennedy par KO au troisième round et signe ensuite à l'UFC. Ses débuts ont été compliqués face à Yair Rodriguez, il s'incline à la décision, mais il s'est bien refait dans sa dernière sortie face à Dan Ige. L'analyse complète est disponible sur la chaîne. Les cotes sont aujourd'hui à 1,45 pour Losene Keita et 2,70 du côté de Patricio Pitbull. Notre compatriote belge est donné favori à 65,35. Lors de notre analyse, moi j'avais dit 60-40 Losene Keita et tu t'étais positionné toi sur un 55-45 voire 60-40 pour Pitbull. Est-ce qu'on doit entendre par conséquent que selon toi c'est un dog or pass? Pour moi, oui, c'est un dog or pass ou alors c'est une issue du combat plutôt. Ouais. Mais l'issue du combat, ce serait Keita KO. Tu dis? Issue du combat, tu verrais Losene Keita par KO. Ouais, qui serait. Mais oui, je pense que vu le dernier combat que nous avait fait Pitbull, je pense qu'il est suffisamment réfléchi pour voir le chemin possible de victoire. Et est-ce que le chemin que l'on a développé dans l'analyse est comblé entre guillemets? En tout cas, il a été travaillé, ça on ne sait pas pour l'instant, mais en tout cas, il y a un blueprint, il y a un chemin de victoire pour Pitbull. Il a déjà montré qu'il était capable de l'utiliser dans des combats précédents. Donc pour moi, c'est un dog or pass clairement. Ouais, on a tous les deux. Tu l'as lu l'analyse de Jack Slack? Non, tu me l'as envoyé, mais j'ai pas eu le. Ouais, en gros, elle était très intéressante. Hein. Donc, Jack Slack est très chaud par les débuts de Losene Keita à l'UFC. Il a fait un peu la même analyse que tu avais faite sur le fait que c'était un combattant à pression, très agressif, qui crée de l'inconfort chez l'adversaire, qui du coup combat lui sur le pied avant et qui force son adversaire à combattre sur le pied arrière. Et par l'inconfort, la plupart des précédents adversaires de Losene Keita shoot dans la peur en lutte. Et ça lui permet d'être très réactif sur les sprawls et très efficace sur les sprawls, voire sur les contres parce que ça lui donne un très bon timing. Il explique quand même que le seul qui a pu un peu exploiter ça, c'était Agi Sardari, qui en fait est probablement le combattant le plus complet que Losene Keita a rencontré. Et ça permettait à Agi Sardari de bien connecter en pied-point, en feintant la lutte et puis en venant chercher les ouvertures sur la réaction défensive de lutte de Losene Keita. Et effectivement, ce qu'il dit dans l'article, c'est que Pitbull fait partie un peu des combattants complets qu'on peut retrouver en MMA. Et évidemment, on peut pas comparer Agi Sardari et Pitbull. Il y en a un qui est bien meilleur que l'autre, et c'est celui que Losene Keita va rencontrer ce week-end. Donc voilà, moi de mémoire, Agi Sardari avait pris le dernier round, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Il prend le dernier round avec notamment plusieurs takedowns réussis.
Et il avait bien connecté aussi sur certains autres rounds. D'ailleurs, Jack Slack parle d'une décision controversée. Ah oui. Ah, faudrait que je regarde parce que moi j'ai uniquement regardé le combat avec un petit peu la recherche d'ouverture possible, de faiblesse, de choses exploitables, mais j'ai pas du tout regardé en scorant, tu vois. Sur l'aspect lutte principalement. Voilà, j'avais regardé aussi, que ça. Je cherchais, voilà, vu le profil de Lezene Keita, pour moi, il fallait, quand on a fait l'analyse, chercher un petit peu les points faibles, les chemins possibles de victoire, et donc j'ai pas du tout scoré. J'ai juste vu qu'il y avait peut-être par ici un chemin. Mais c'est intéressant. Après, voilà, Agui Sardari, est-ce que j'imagine que pas mal d'observateurs n'ont pas regardé forcément ce combat-là. Ont juste vu qu'il avait gagné à la décision, se sont dit bon bah voilà, il y a pas réellement de chemin de victoire, mais je pense que sincèrement, si Pitbull a fait ses devoirs, s'il a vu les mêmes choses que l'on a pu voir et que Jack Slack a pu voir, bah, je pense qu'il ira sur cette stratégie-là, hein, clairement. Ouais. Bah, on avait parlé dans notre analyse, il doit partir sur cette stratégie-là. Et pas par défaut. Ce que certains ont fait, tu vois, un peu tardivement. Oui, c'est ça. Il doit être volontaire dans sa recherche de lutte. Ça peut pas être, ok, je rentre dans le combat, je vais voir ce que ça donne en pied-point, et puis si ça va pas en pied-point, je viens lutter. Parce que là, il sera justement dans cet inconfort, dans cette peur, dans je shoot par défaut et pas par setup. Il doit setup. En gros, c'est vraiment ça. C'est comme Agui Sardari a pu le faire. Il doit setup ses takedowns. Ça peut pas être genre, ok, j'ai plus d'autres options que de shooter. C'est, ok, maintenant je fais ça, je le feinte, ou je feinte l'amener au sol, je frappe, puis je shoot dans les jambes. C'est le genre de truc qui pourrait fonctionner. Vu l'expérience de Patricio Pitbull, on s'attend quand même à ce qu'il vienne avec une bonne stratégie. Maintenant, on n'est pas supposé le savoir. Nous, en tant qu'analystes, on regarde ce qu'on voit en combat. On a toujours dit, hein, si quelqu'un est très fort à l'entraînement, mais il fait pas des bons combats, ben, notre analyse, ce sera qu'il est pas très bon en combat. A priori, il y a un contexte autour de son combat contre Agui Sardari, au-delà du poids. Évidemment, c'était en lightweight, alors que c'est un featherweight de base, le Lezene Keita. Il y a un contexte apparemment sur cette pseudo contre-performance. Donc voilà, à nuancer. Est-ce que tu te positionnes sur ce combat? Moi, il y a quelques codes qui m'intéressent. Il y en a deux particulièrement. Donc, je vois clairement les deux scénarios. Je vois un Pitbull. Je vois difficilement Pitbull finaliser le combat, gagner par finish. Et je vois très facilement Lezene Keita l'emporter par finish, tu vois. Ouais. Donc, clairement, Lezene Keita l'emporter la décision, c'est une grande possibilité aussi. Mais en tout cas, il y a le double choix Pitbull décision, Keita par KO à 2,05 que je trouve, voilà, je trouve que les deux scénarios sont quand même assez probables. Et si Pitbull passe jusqu'à la décision, je me dis c'est qu'il a qu'il a évité de boxer, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est mon premier scénario. Donc à 2,05, je verrais bien une unité. Après, c'est clair que Keita gagne par KO à 3,75, ça... C'est à 3,75. Pourquoi j'ai même pas regardé ça? Attends, donc Lezene Keita, il passe de 1,45 juste pour une victoire. Ah ouais, à 3,75 c'est beaucoup, sur le hein. KO ou KO technique. C'est quand même beaucoup, hein. Surtout que c'est une de ses principales forces. Ah ouais, et donc c'est intéressant de voir que et par contre, les codes de Paris considèrent que la décision Keita est plus probable que le KO Keita. Donc ça met du respect sur la durabilité de Pitbull, qui s'est fait finaliser par KO une seule fois ou deux fois dans sa carrière. Mais une fois, c'est assez récent contre le Japonais au premier round quand même. Donc. Et et deux fois plus probable, il voit Lezene Keita à la décision, deux fois plus probable que Patricio Pitbull à la décision. Ah, ouais. Patricio Pitbull à la décision, c'est 4,50. Effectivement. Waouh. Ouais. Donc voilà, donc clairement, sûrement qu'il y a un chemin de victoire à la décision pour Lezene Keita. Hein. Je dis pas du tout le contraire, mais voilà. D'où est-ce que ça vient, selon moi, le Lezene Keita à la décision, c'est le volume. Patricio Pitbull a vraiment un faible volume de jeu et Keita frappe vraiment fort. Donc c'est assez... Si tu pars du principe que Keita va pas se retrouver beaucoup sur son dos, ou tu vois, s'il se retrouve sur son dos, c'est 1 minute et puis t'as 4 minutes debout, bah tu pars du principe que c'est Lezene qui va prendre les rounds parce que avec le volume et l'intensité des frappes, il va clairement convaincre les juges par rapport à 1 minute de lutte ou même 2 minutes de lutte. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça que je le lis. Et donc, sous cet angle, je peux comprendre que
Mais quand même, je suis assez choqué par Tape le fort, Sene quand même. Keita. En fait, j'ai même pas regardé le Sene Keita par KO parce que je m'attendais à ce que ça booste pas tant que ça que le 1,45, tu vois. Ouais. Ça pourrait m'intéresser, ça, du coup. Bah, moi aussi, hein, et je pense qu'on est nombreux à voir un petit peu ce chemin de victoire, quoi. Ouais. Et en plus, genre, le Sene Keita par KO dans le deuxième round, qui était mon pronostic initial, c'est à 9,50. Je pourrais les foutre une petite fraction d'unité, tu vois, où tu perds pas grand chose, 0,25. Et puis, tu fais quasi un x10 dessus si ça se produit. Ouais. Tu me fais réfléchir, parce que moi, j'avais noté juste le KO va pas, le combat va pas à la décision. 2,4. Je me disais, ouais, j'entends clairement le combat qui va à la décision, mais comme on a une vraie inconnue sur le Sene Keita sur son dos, et que bah, le Sene Keita, la plupart de ses victoires, c'est par KO avec un Patricio Pitbull en déclin qui a pris un KO il n'y a pas si longtemps que ça contre quelqu'un qu'on connaît pas spécialement. Ouais, je m'attendais plus à un 50-50, tu vois. Sur les codes, je m'attendais vraiment à ce qu'on soit quasi sur un pick-em entre le combat va à la décision ou pas. Et j'étais assez surpris de voir que c'était 2,4 que ça n'y aille pas, donc je trouve qu'il y a de la valeur dessus. Bah ouais, mais si ça va pas à la décision, la probabilité la plus importante pour moi, c'est Keita par KO, non? Ouais, mais c'est pour ça. Maintenant que tu m'as mis la C'est lumière vrai. sur le Keita KO Après, il y à a, 3,75, je pense que ici je valide rien encore. il y a, il Je y a- disais juste que j'étais potentiellement intéressé par le combat va pas à la décision, et maintenant ça me fait réfléchir sur ouais Keita par KO à 3,75. ouais. Ça, c'est peut-être Et, la cote qui a le plus de valeur ici pour moi. mais après, si tu pars sur des fractions, t'as Luzen Keita par soumission à 31. Ouais, ok. Je sais pas, mais imaginons que t'es un petit peu dans les inside, tu l'as déjà vu passer des bras-têtes ou des trucs comme ça. Tu sais, il y a des combattants comme ça qui sont connus pour mettre des KO, ils se disent, putain, maintenant je vais avoir une soumission sur mon palmarès, tu vois, Ouais. une guillotine, n'importe quoi. Voilà, en parlant de fraction d'unité, en tout cas, il y a des cotes, moi je trouve, assez fun et assez intéressantes. Ouais, Ouais, après c'est assez vrai, tu vois, probable. je pense. Attends, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message il m'avait dit qu'il avait mis de l'argent sur Jerry Prochaska par soumission dans le cinquième round contre Glover Teixeira. Je sais pas à combien était la cote, je sais pas pourquoi il a fait ça, Ah, mais c'est passé quoi. c'est encore moins probable que Ouais, Keita non, à la soumission. la cote devait être comme l'égalité en fait, la cote devait être à 80. 80, un truc comme ça, Incroyable. parce que t'as vraiment la précision du cinquième round dedans, c'était Mm. abusé. Enfin bref, du coup moi de mon côté, je vais encore réfléchir Mm. par rapport à ce que tu viens de dire, mais ouais, là la probabilité que je me positionne sur Keita par KO à 3,75 a vachement augmenté suite à notre petit échange ici. Donc j'en profite, hein, comme d'habitude les amis. Nous on fait notre podcast ici, on est jeudi matin. Jeudi soir ou vendredi, on mettra notre visuel sur nos réseaux, Instagram et Twitter, avec les positions sur lesquelles on se calibre. Quelque chose d'autre à dire sur ce combat ou on passe au suivant? Non, juste super hâte de voir ce Ouais, combat, vraiment vraiment hâte. Donc on ah, va t'es passer sur au place en suivant. plus. Axel Sola et Rhys Maki sont passés en carte principale suite à Kao Fernandez contre Harry Hardwick, maintenant qui passe en préliminaire. Et on Mhm. regarde aux cotes juste après le tail of the tape. Rhys Maki affiche un palmarès de 14 victoires pour 6 défaites et une égalité. À l'UFC, il en est à son deuxième run et affiche un palmarès de 1 victoire pour 4 défaites sur les 2 contrats combinés. 100% de ses victoires sont avant la limite avec 11 KO et 3 soumissions. Axel Sola signe à l'UFC avec 10 victoires pour une égalité. Il affiche 5 victoires par KO, une par soumission, soit 60% avant la limite. Après avoir enchaîné 3 victoires au Cage Warriors en sautant de l'UFC, il y re-signe et perd d'abord contre Anjouza à Paris en 2023, puis par décision partagée contre Chidi Njokuani, il connaît sa toute première victoire dans l'octogone en avril dernier contre Frunza. Axel Sola vient d'enchaîner 3 défenses de titre par victoire depuis son égalité face au frère de Nassourdine, Dagir Imavov, d'abord face à Gagloev, finish au deuxième round, puis Caio, finish au deuxième round, et finalement Oudela à la décision en juin dernier. Ici aussi, l'analyse est disponible sur la chaîne, les amis. Les cotes donnent le français favori à 1,69 avec l'irlandais à 2,08. Ça représente un 55-45 pour Axel Sola. Mhm. Toi, comme moi, on avait manifesté beaucoup de confiance en Axel Sola dans ce Mhm. combat. Surtout s'il vient pour respecter un game plan bien réfléchi. Moi, personnellement, voilà, spoiler alert, je fonce directement sur le 1,69 de Axel Sola. Je mets déjà 2 unités. Comment est-ce que toi, tu approches ce combat-ci? Je reste confiant. J'ai pas écouté encore les interviews. J'ai cru lire comme ça, genre
qui venait pour le mettre KO, je sais pas quoi, ou tu vois, un truc comme ça. J'enlève mes 2 unités. Quelque chose non, qui me rassurait pas. Après, je me clair. suis dit, non, là, oublie les interviews, tu sors des trucs, faut vendre le combat entre ce que... Ouais. Mais bon. Ouais, tu vas pas dire, je viens pour le contrôler à la cage. Tu vas pas dire ça. Effectivement. Tu peux le penser Là, très j'aurais mis fort, mais 5 tu peux pas le dire en unités, interview. Moi, alors, je suis assez confiant sur Sola, clairement. Mais donc, j'aurais voulu rajouter un petit scénario. Et donc, la cote qui m'intéressait bien, c'était Sola à la décision à 2,75. Pourquoi? Parce que je pense que Rhys McKay est difficile à soumettre, malgré qu'il soit assez grand, assez longiligne. Difficile à terminer. De mémoire. Louza, il lui a mis des parpaings, quoi. Ouais, voilà, il y a ça. Et puis même contre Chimaev, je pense que il se fait arrêter, mais il est pas... Ouais, c'est arbitre, hein. C'est arbitre, hein, défense, c'est quoi? C'est défense incohérente, on dit en français, enfin. Ouais, donc... Not intelligent, quoi, ouais. Donc voilà, donc je me dis, ça va être compliqué. Je pense pas que ce soit une bonne stratégie de vouloir tout donner pour obtenir un TKO sur son premier combat à l'UFC. Donc je trouve que la cote, je la trouve sympa quand même. 2,75. Je pense que je mettrais une unité là-dessus. Ah bah écoute, là, ça me donne envie de booster ma cote, tu vois, comme je fais de temps en temps, où je fais le truc safe, money line, et puis je rajoute un petit boost sur le scénario. Et ouais, effectivement, tu fais plus 1.04, 1.06. Plus 1.06 pour le scénario de la décision. Et ouais, honnêtement, j'ai presque du mal à voir Axel Sola gagner autrement que par décision contre Ismaki. Il y a une catégorie de poids enfin, on est quand même chez les welterweight, donc pour finaliser un welterweight avec tes points et tout, c'est pas quelque chose qu'Axel Sola a fait beaucoup dans sa carrière. Quand il finalise par TKO, c'est crucifix, ce genre de choses. Donc ça, c'est un chemin probable. Ah oui, avec les comme tu l'as dit, la soumission. Ah, ouais, il a perdu combien de fois par soumission dans sa carrière, Rhys McKay? Je connais pas ça par cœur, mais ça doit, de tête, comme ça, je me souviens pas qu'il se soit fait soumettre. 0. Zéro, et il a affronté des bons grappleurs, hein. Ouais. Et donc, il a 2 défaites par KO TKO. C'est contre Ramzat, arrêt de l'arbitre qui s'intercale. Et Tim Barnett en 2017 pour la ceinture du Bama. Et c'est knees and punches. Donc, encore une fois, ça va être un TKO, quoi. C'est pas quelque chose de clean. Et ouais, il avait fait une égalité contre Richie Smullen, l'Irlandais, et c'est un très 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 bon grappleur. Et il est sorti de toutes les tentatives de soumission de Richie. Donc c'est pour ça, je me dis quand même qu'il est pas mauvais, quoi, pour défendre. Il y a des profils comme ça. C'est très difficile de les soumettre. Et je pense, en tout cas, pour Axel Sola, que il a compris qu'il n'y avait pas forcément besoin de finir pour signer à l'UFC, tu vois. Ouais, et puis comme on l'a dit dans l'analyse, maintenant il a signé. C'est pas le moment de prouver. C'est pas le moment de prouver. Ouais. C'est le moment de montrer que tu as le niveau. Donc, gagner. Exactement. Faut pas plus. Ouais. Parfait. Et en plus, j'ai vu une analyse une interview de lui où il sait même pas combien il va gagner sur le combat. Il dit qu'il a aucun détail sur son contrat. Il sait pas comment ses primes vont évoluer ni quoi que ce soit. Donc, à mon avis, il est pas super proche de l'argent et il s'en fout d'aller prendre les 50 000 supplémentaires. Exactement. Alors, on passe au suivant. Je me suis trompé dans l'ordre. J'ai mis Modestas Bukauskas et Paul Craig, alors qu'en fait, c'est Bola Gioki contre Mason Jones. Mais on va commencer par Bukauskas contre Paul Craig juste après le Tale of the Tape. Modestas Bukauskas prend la 13e place au classement Fight Minds. Il affiche un palmarès de 18 victoires pour 6 défaites, 6-4 à l'UFC. Il est sur son 2e run dans la promotion, actuellement à 5-1. L'ancien champion à 2 reprises de Cage Warriors a remporté 10 combats par KO et 3 par soumission, soit 72% avant la limite. Paul Craig est à 17 victoires pour 9 défaites et une égalité. À l'UFC, son palmarès affiche 9 victoires, autant de défaites et son égalité. Il a 4 victoires par KO, 13 par soumission, soit l'entièreté, 100% de ses victoires avant la limite. Modestas Bukauskas est sur 3 victoires consécutives sous 12 mois. Pacino par soumission au 3e round en juillet 2024, TKO sur Cerqueira en février et décision sur Cutelaba en mai dernier. Paul Craig est sur 3 défaites consécutives suivies d'un no contest. Il se fait KO par Caio Borraio en mai 2024, puis s'incline par décision contre Bonical et a son no contest face à Bellato en juin dernier.
Brian, ici on peut se permettre une petite analyse parce que c'est un des combats qu'on n'a pas réellement analysé avant de rentrer dans les cotes. Donc Modestas Bukauskas avait signé à l'UFC avec un palmarès de 10-2 après sa première défense de son titre au Cage Warriors. Il était sur 6 finishes consécutifs, dont 4 KO de suite. Il arrive à l'UFC, un petit reality check, une victoire puis 3 défaites et il saute. Retour au Cage Warriors, une victoire, puis le titre qu'il récupère et retour à l'UFC. Maintenant il est bien installé, 5-1 sur ce deuxième run, 3 victoires de suite. C'est un striker, 10 victoires par KO sur ses 18 victoires au total. Paul Craig de l'autre côté, 28 combats professionnels, seulement 2 décisions au total. Gros grappleur, il peut être à la limite du décès dans la cage et sortir une soumission inattendue. Il a une victoire sur le champion light heavyweight, on doit le dire, contre Ankalaev à la dernière seconde où il se faisait dominer pendant 14 minutes 59 tout simplement. On peut jamais dormir sur lui, mais on sent quand même que les gens ont compris comment le battre. Il est sur 3 défaites de suite, il n'a qu'une seule victoire sur les 7 derniers combats. Voilà, la direction de carrière, on a un clair avantage du côté de Bukauskas. On est sur une opposition de style. Comment est-ce que toi tu aborderais le combat si tu étais Bukauskas? Je te pose pas la question pour Paul Craig parce qu'il aborde les combats toujours un peu de la même manière. Je pense que c'est clair que Bukauskas doit se méfier forcément du sol de Paul Craig et surtout, même s'il commence à prendre l'avantage au-dessus, tu vois. C'est vraiment Paul Craig, c'est le genre de profil où tu te laisses, je vais pas dire endormir, mais il va vraiment faire descendre la méfiance et trouver une ouverture. Donc pour moi, il doit garder le combat clairement debout et je pense qu'il sera capable de le faire parce que Paul Craig est très très bon sur le dos, mais c'est pas où il excelle pour mettre l'adversaire au sol, tu vois. Ah non, la lutte de Paul Craig, je la considère comme je shoot vite fait. Si ça passe, tant mieux, mais ça passe une fois sur 50. Et une fois que j'ai le contact, j'essaye de tirer la garde ou tirer même la demi-garde. Mais en tout cas, il essaye de s'agripper et de tirer vers lui. Donc si t'es bien préparé à ça, ouais, encore une fois, je manque de respect à personne, mais j'ai pas l'impression que défendre la lutte contre Paul Craig soit le plus haut challenge que tu puisses rencontrer dans ta carrière professionnelle. Ça demande une préparation spécifique. Ah ouais, ça reste problématique. Je pense que tu dois vraiment le préparer, non pas en mode grappling, parce que je pense qu'à ce jeu-là, Paul Craig, il fait ça tout le temps, donc il va finir par crocheter, par remonter dans la jambe, par obtenir un dos, quelque chose. Mais il doit le faire en utilisant les frappes aussi, tu vois. Ouais. Donc, s'il accroche, c'est le repousser, c'est le frapper, il veut descendre dans tes jambes, c'est frapper sa tête, sortir rapidement. C'est vraiment pas lui donner l'opportunité d'escalader sur toi ou de te renverser, hein, clairement. Donc oui, à moindre mesure que Demian Maia, tu dois considérer que s'il y a le moindre contact, il y a un danger. Demian Maia, il y a le moindre contact, il y a un haut danger. Paul Craig, il y a le moindre contact, il touche ton petit doigt, il y a un danger, tu dois libérer. Ah oui, rien à voir. Et puis Demian Maia a vraiment progressé en lutte, hein. Ouais, sur sa lutte offensive, ça a été vraiment la grande progression pendant sa carrière. Oui, il tirait, comment dire ça? S'il tirait la garde, c'était pour relutter derrière, tu vois. Ouais. Non, je pense que c'est un combat. Alors, c'est un combat qui arrive. Voilà, c'est toujours les combats. Je vais pas dire pas décevant, mais voilà, on a quand même un Paul Craig qui a déjà bien roulé sa bosse, qui vient pour tester un petit peu les nouveaux venus, qui est clairement sur la pente descendante. Hein. Je pense qu'il est plus dans le. Non, il est même pas dans le top 25 sur Fight Minds. Donc voilà, donc ça va être un combat qui me semble être vraiment à la portée de Bukauskas, mais après voilà, on est aussi sur au-delà du style, au-delà des combattants, sur entre guillemets la jeunesse et Modestas, il a déjà montré qu'il pouvait faire des erreurs de jeunesse entre guillemets, tu vois. Ouais, je te rejoins là-dessus. Récemment, je trouve qu'il fait preuve de plus de maturité, c'est peut-être ça le bon mot. Et c'est un bon test justement sur sa capacité à rester lucide pendant 15 minutes entières dans un combat, si ça va jusque-là en tout cas. Parlons des cotes de Paris maintenant. Donc 1,26 pour Bukauskas, 3,65 pour Paul Craig. Ah ouais. On évalue ça à quelque chose qui se rapproche du 75-25. Est-ce que toi, tu as vu quelque chose qui t'intéresse sur les cotes, Moneyline ou bien sur les scénarios? Ouais, bah écoute, en toute petite fraction d'unité, je pense que Paul Craig à la soumission, elle est à 7, tu vois. 6. Elle est passée à 7? Elle est à 7, ouais. Paul dans mes Craig notes, gagne par soumission, 7. C'est pour moi difficile de passer à côté. Ça reste peu probable, bien évidemment, hein, on va pas se le cacher, mais s'il y a une victoire de Paul Craig, c'est sur une erreur et sur
sur une soumission à 7, moi je vais sûrement mettre 0-1, 0-2, quelque chose, tu vois. Ah bah écoute, en plus là, par rapport au moment où j'ai pris les notes hier soir, la cote est montée. Donc elle était à 6 hier soir et j'avais déjà noté que voilà, ça pouvait m'intéresser. L'autre cote qui me fait hésiter, moi c'est Bukauskas à la décision. C'est à 4. Donc tu passes de 1,26 à 4 pour la décision. Ah ouais. Et en réalité, quand tu regardes qui a finalisé Paul Craig récemment, sont des gens qui ont une vraie aisance au sol. T'as Caio Borraio, t'as Brendan Allen. Par contre, les purs strikers, récemment contre Paul Craig, genre Ozdemir, il va marquer les points debout. T'as un Paul Craig qui va faire un peu Fabricio Verdum contre Overeem, à se laisser tomber et à dire viens dans ma garde, et Ozdemir qui intelligemment n'y va pas. Le chemin de victoire, pour moi, le plus safe de Bukauskas, c'est ça, c'est pas chercher le finish. Tu vas gagner tes échanges debout, il va essayer de te mettre au sol, tu dois refuser, tu dois pas y aller, tu dois pas avoir 2 secondes dans la garde ou dans la demi-garde de Paul Craig. Tu dois pas essayer d'aller le finaliser au sol parce que c'est là où il y a le plus gros risque. Et donc voilà, si tu le mets knockdown, si tu le touches bien et qu'il se laisse tomber, tu le laisses et tu le laisses se relever. Donc j'aime bien, j'aime bien encore cette cote à la décision. 4, ça me semble avoir de la valeur. 4, ça a beaucoup de valeur et tu vois, là, je parlais de 0,1, 0,2 unités à 7. 4, c'est vrai que ouais, elle est super intéressante aussi. Ouais, ça reste un scénario, donc c'est pas le genre de truc où je vais aller balancer 3 unités, mais tout ce qui se trouve entre 0,5 et 1 unité, ouais, je vais potentiellement aller là-dedans. Il faut que j'aille un peu revoir ce qu'a fait... faut que j'aille revoir Ozdemir contre Paul Craig, j'avais bien aimé d'un point de vue stratégique. Il faut que j'aille revoir un peu Bukauskas, comment il gère les combats où il gagne à la décision. Et alors, il faut que j'évalue si il aura cet esprit, ok, je dois gagner. Je peux pas me faire surprendre et voilà. Non, et puis t'as raison. Paul Craig, ça se trouve, il a pas envie de se faire mettre KO devant tout le monde, donc il va s'assurer, il va facilement se mettre sur ses fesses, sur son dos. Et si Modesta, le game plan, c'est surtout tu ne rentres pas dans sa garde parce que c'est le seul chemin où il peut gagner, ouais, on pourra avoir un combat un peu chiant et une victoire à la décision. Ouais, ça me semble plus probable qu'une cote à 4. Même Bonical contre Paul Craig, c'est une décision. Donc t'as Bonical qui a fait une décision, Borraio et Allen qui l'ont terminé, mais voilà, ils ont leur niveau au sol. Johnny Walker l'a terminé debout. Ok, ça c'est peut-être au clinch, au clinch, ouais. C'était voilà. Et puis c'est Johnny Walker aussi. Tu vas pas lui demander, enfin quoi que. Non, à reproduire, c'était genre de mémoire sur une single leg, c'est ça, non? Paul Craig qui prend une single leg et il lui met des après c'est un scénario probable pour Bukauskas aussi, mais je crois que c'est plus probable la décision. Et donc avant ça c'était Ozdemir à la décision. Donc voilà, je pense me positionner là-dessus. Donc on a changé l'ordre, on arrive à Bolaji Oki, le banger dont on n'a pas encore discuté sur la chaîne, face à Mason Jones, et on va enfin vraiment discuter un peu plus dans le détail de ce combat après notre Tale of the Tape. Bolaji Oki possède 10 victoires pour 2 défaites et a remporté 2 de ses 3 combats à l'UFC. Avec 5 victoires par KO et 1 par soumission, il remporte 60% de ses victoires avant la limite. Mason Jones a gagné 16 de ses 18 combats professionnels et affiche un palmarès de 2-2 à l'UFC. Il est sur un deuxième run avec une victoire sur ce nouveau contrat. Avec 7 victoires par KO et 3 par soumission dans sa carrière, il gagne 62% de ses combats avant la limite. Le Belge gagnait ses débuts dans la promotion par décision partagée contre Kouamba, puis s'est fait soumettre par Chris Duncan à Paris l'année passée. Sa dernière sortie était une belle décision face à Michael Aswell en mai dernier. Mason Jones montrait sa supériorité sur le circuit régional et éteignait Brice Logan au Cage Warriors, puis sur décision unanime face à Michael Pagnani. Cette 4e victoire consécutive en dehors de l'UFC lui a réouvert les portes à la promotion où il s'est imposé dans son combat retour face à Jeremy Stephens en mai dernier. Notre compatriote Bolaji Oki face à l'ancien double champion du Cage Warriors, Mason Jones. Les gars, pour commencer, si vous voyez pas qui est Mason Jones, allez voir son dernier combat contre Jeremy Stephens, c'est une pépite. Allez voir son combat contre Mike Davis, c'est une pépite. Et vous pouvez même aller voir son combat contre Donovan Desmae, qui affronte Amin Ayoub au PFL Nantes. Ça vous permettra de découvrir 2 gars. C'est aussi une pépite. Bolaji Oki, allez voir son dernier combat, très appréciable aussi, et tout ça devrait vous motiver à regarder cette opposition et à vraiment kiffer cette opposition. Brian, je te passe la balle. Quel est ton read sur ce combat? Mon read, clairement, je pense que ça va être comment on appelle ça, fist fest, un combat fist fest. Non, c'est pas comme ça. La fête des coups de poing, tu vois, non? Ouais. Ça va être la... Dans le contexte MMA. Dans le contexte MMA. Non, ça va être striking, quoi, tu vois.
Toi, ton esprit, il est trop bizarre. Ah là 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 là. Faut vraiment faire attention à ce truc. En fait, j'ai envie d'aller Google Fist Fest pour voir qui a raison. Tu vois, est-ce qu'on va avoir des images box MMA ou est-ce qu'on va avoir des images safe search non activées, tu vois? J'espère que c'est une chanson. Bon, on a tous les deux tort. Voilà, c'est une chanson. Voilà, personne n'a rigolé quand. Ah non, là, je descends pas trop. Bref, on en était où? Je pense que ça va être la fête de la bagarre. Je pense que ça va être une guerre debout. Et voilà mon read. Je pense que ça va être une vraie guerre. On a deux très bons strikers, deux gars qui viennent pour se battre, tu vois. Et ouais, je pense que ça va être un très beau spectacle. Je ne suis pas sûr que parce que des fois, hein, on peut avoir des combats qui sont un peu plus mesurés. Je ne suis pas sûr. Non, vraiment, j'ai l'impression que les deux ont un style engagé par défaut. Et ils vont pas, ni l'un ni l'autre va venir en mode stratégie. Et d'ailleurs, c'est un des reproches que moi je faisais beaucoup à Mason Jones parce que je le trouvais excellentissime au Cage Warriors. Et je trouve qu'il a pas atteint son potentiel sur son premier run à l'UFC parce qu'il était trop dans ce mode bagarre. Et je pense qu'en termes de compétences, il pouvait faire beaucoup mieux sur ce premier run et rester avec un contrat à l'UFC. Alors, il y a aussi statistiquement, où ça corrobore un peu ce que tu viens de dire, hein, Bolaji, il touche 7 fois à la minute, c'est énormissime, avec 45% de précision, donc ça veut dire qu'il envoie vraiment beaucoup, il envoie 15 frappes à la minute. Jones, il touche 5,1 fois à la minute, avec 41% de précision, donc lui aussi, c'est un haut volume, hein, on est au-dessus de la moyenne. Donc jusque-là, on anticipe un truc très très fun, très offensif, à haut volume de chaque côté debout. Défensivement, Bolaji, il encaisse 4,8 frappes à la minute, avec 62% de responsabilité. Mason Jones, c'est 4,5 frappes qu'il encaisse à la minute avec 48% de responsabilité défensive. Donc voilà, ça se confirme. Debout, ça devrait échanger. Et les stats debout vont à l'avantage du Belge. Maintenant, voilà, il y a les palmarès, ceux qu'on a affrontés qu'il faut considérer. Mais on va juste tirer la conclusion que effectivement, ça devrait être très très engagé debout. Par contre, il y a aussi une autre stat qu'il faut relever. C'est au niveau lutte, Mason Jones est assez volontaire. 4,2 amenés au sol par 15 minutes avec 52% de succès. Ça veut dire qu'il part quand même souvent dans sa lutte et c'est quelque chose qui est assez sous-estimé, je pense. Sa lutte, son grappling, je pense que il a un bon niveau. C'est un ancien judoka, hein. Ancien judoka, ouais. Ancien judoka. Ça, hein. Et franchement, un très bon niveau au sol. Et on peut aussi parler de, voilà, on les voit tous les deux plus comme des boxeurs, peut-être Bolaji un peu plus kickboxer. Mason Jones, il a aussi un background en taekwondo et ses jambes, elles peuvent vachement bien partir. Hein. Il est super souple des jambes, ça peut surprendre de dingue. Donc voilà, un élément à garder en tête aussi quand tu prépares un combat contre Mason Jones, c'est il va venir te boxer. Il est très dur. On se rappelle de Donovan, notre ancien élève, quand il avait combattu contre Mason Jones. Son premier feedback quand il était revenu, c'est j'ai jamais tapé quelqu'un d'aussi dur que lui. J'avais presque mal à la main quand je tapais sa tête, quoi. Et il frappait dur aussi, il avait dit. Ouais. Donc voilà, pour revenir sur la lutte, Bolaji défend avec 85% de succès. Donc là aussi, ça peut être assez intéressant. Voilà, statistiquement, on pourrait peut-être dire qu'il y a un penchant sur Bolaji Oki. Mais les codes de Paris, c'est pas uniquement fait sur les statistiques. Le Gallois est favori à 1,70 contre 2,06 pour Bolaji. On est sur un 55-45 pour Mason Jones. Qu'est-ce que tu penses de ces cotes? Bah écoute, moi personnellement, quand j'ai vu les cotes, je pensais qu'elles seraient beaucoup plus écartées, que Mason Jones serait beaucoup plus favori, pour être honnête. Je pensais ça aussi, ouais. Pour être honnête, je voyais Mason Jones beaucoup plus favori. Je me suis regardé à nouveau les combats de Bolaji Oki et je pense que c'est peut-être ça. Enfin voilà, quand tu regardes bien ces combats, notamment celui contre Duncan. Je pense que Duncan, il était en train de le taper à la base. Hein. Ah, il était en train de rouler sur Duncan jusqu'à faire une grosse erreur. Ouais. Et donc, je pense que c'est un petit peu rassembler les cotes. Je pense qu'elles sont relativement justes, hein, clairement. Bah écoute, moi, 100% la même chose que toi. Quand le combat était annoncé, je m'attendais à avoir un 60-40, même peut-être un 65-35 pour Bolaji. Moi, grand fan de Bolaji et on le connaît personnellement. Quand j'ai vu le combat, j'ai fait bourbier, quoi. Et après, c'est vrai qu'en analysant, bon, comme je disais, Mason Jones,
je pense qu'au niveau des cotes, il est peut-être un tout petit peu sous-estimé Oui. parce que le côté stratégique n'est pas du tout là. Et bon, il peut vraiment se mettre dans des combats plus compliqués alors qu'il pourrait dominer avec une meilleure stratégie parce qu'il est plus compétent que ses adversaires. Donc à ce niveau-là, je comprends. Et je pense que Bolaji, effectivement, on a une certaine image de lui, mais quand tu vas vraiment observer ce qu'il est capable de faire en pied-point, c'est du très très lourd. Comme tu l'as dit contre Duncan, si tu enlèves le fait qu'il perd par guillotine, avant ça, ce qu'il fait à Duncan, et quand on voit Duncan, le niveau qu'il a maintenant et l'ascension sur laquelle il est, tu te dis, ok, Bolaji, il faut vraiment mettre du respect sur son pied-point. Ouais. Vraiment, vraiment. Ouais, clairement, hein. Clairement, pour moi, il y a une petite erreur de game plan. Enfin, il shoot alors qu'il y avait aucune raison de le faire, tu vois. Il le sait, Ouais. il en est conscient, donc je vais pas. Oui, il me l'a dit, hein, je l'avais Ouais. croisé, il a dit, ouais, je voulais prouver ce que je valais en grappling parce que tout le monde me voit comme un striker et Ouais, à l'UFC, ouais. tu fais pas ça, tu viens on en a déjà souvent parlé, tu viens pour gagner, tu viens pas pour prouver quelque chose. Justement, garde la surprise. Ouais. Pour le moment où c'est utile. Mais je reste quand même, je pense quand même que Mason Jones est favori sur ce combat parce qu'il a plus d'expérience. Et Ouais. clairement, il a beaucoup plus d'expérience. C'est ce genre de combat qui aurait pu être un combat pour la ceinture au Cage Warriors, hein, entre deux. Hein. Ah bah 100%. Pour moi, Mason Jones, il a été champion lightweight et welterweight au Cage Warriors avant de signer la première fois à l'UFC. Il y a ça, il va y avoir un petit peu la différence de poids. Je suis pas sûr que. Oh, on en a parlé, c'est vrai. Bolaji Je suis pas sûr que ce soit donne l'impression gros... qu'il pourrait descendre en feather. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit un gros lightweight. Et mais bon, je pense qu'il peut tenir. Enfin, s'il arrive très discipliné, je pense qu'il peut vraiment tenir Mason Jones à distance, etc. Après, sur la question de la discipline, il va falloir vraiment s'y appliquer parce que je trouve que de temps en temps, Bolaji a tendance à voilà, partir, soit pour shooter quand il faut pas, soit pour partir à la bagarre. Et donc ça, quand j'avais un peu analysé, j'avais vu un petit peu tous les points positifs. Je trouve qu'il est très très bien derrière son jab. Il travaille bien sur le jab, à la tête, au corps. Il a, comme tu l'as dit, une bonne responsabilité défensive. Il construit et puis il a une très bonne droite. Hein, ça fait partie de ses armes. T'as parlé au niveau des kicks. Alors c'est un kickboxer. Pour moi, c'est vraiment plutôt un boxeur avec des low kicks, tu vois. Il travaille, il va chercher la boxe, bon déplacement de tête, bon check hook, bon contre. C'est très très simple. Il n'y a pas de truc trop. Enfin voilà, il y a folklorique. pas de technique à la volée. Par contre, en moins, je trouve que il y a des fois où il peut rentrer à la bagarre et alors là, il y a, je sais pas, ça se déconnecte. Mais il y a 2 fois, donc contre Duncan. Vous regarderez, je crois que c'est au premier round à 2,50, il le suit et puis il cherche à lui taper la tête, tu vois. Il n'y a pas d'esquive, il n'y a rien et tout, il se fait toucher. Et contre Aswell aussi, sur le premier round, je crois, à 3,40. C'est marrant de dire contre Aswell aussi. Ça fait un peu, je traduis directement. Ouais. À 3,40, vous regarderez, il y a un moment où ça rentre à la bagarre et ça se fait toucher, tu vois. Donc ça sera pas possible face à Mason Jones, ça ne sera pas possible. Donc, il va falloir rester très, très discipliné parce que là, c'est bien passé avec Aswell. Et avec Duncan, ça se passait plutôt bien, mais un contre, c'est vite arrivé. Donc voilà. Donc et face à quelqu'un qui frappe dur comme Mason Jones, ça peut vraiment retourner toute la suite du combat. Si tu fais ça au premier round, tu peux un peu vacillant sur la suite. Ouais. Voilà. Ouais, mais donc je suis assez d'accord. Au début, je vais être 100% honnête, hein, ça me pinçait le cœur. J'avais envie de mettre sur Mason Jones en voyant que c'était plus serré que ce à quoi je m'attendais. Finalement, effectivement, en revoyant un peu ce qu'a proposé Bolaji Oki, je vois vraiment un véritable chemin de la victoire. Et par conséquent, je vais rester loin. Je vais rester loin parce que c'est un combat qui est ultra ouvert. Tu viens de le dire, Bolaji, de temps en temps, il peut avoir une perte de lucidité dans un combat qui lui coûte très cher contre Mason Jones. De l'autre côté, je viens de le dire aussi, Mason Jones, il combat pas à hauteur de ses compétences et de ses capacités, selon moi, pas encore. Et donc, les deux ont quelque chose à prouver à ce niveau-là. Les deux, selon moi, ont quelque chose à prouver sur le niveau de maturité. Parce que, de temps en temps, en MMA, tu peux t'améliorer sur une compétence, ta lutte, ton cardio, ta force, peu importe, il y a des trucs plus visibles. La maturité, c'est quelque chose, qui doit venir avec le temps. Et là, j'ai besoin de le voir des deux côtés. Et puisqu'il y a ces éléments-là, c'est le genre de combat où il y a trop de points d'interrogation, trop d'incertitudes, donc je reste loin.
Ouais, bah écoute, moi c'est pareil. Au niveau de l'incertitude, le seul truc qui aurait pu m'intéresser, c'était combat à son terme ou non, tu vois. J'ai regardé et là aussi, je trouve que la cote est bien foutue. 1,74, c'est ça? Ah bah ouais, c'est combat à son terme à 1,74, combat par finish à 2. Ouais, elle a peut-être de la valeur quand même, en fait, puisqu'ils sont tous les deux très durables. Ouais, alors moi j'avais mis une unité sur le combat à la décision. Ouais. Je me dis quand même que les deux sont durables, les deux ont un très bon menton. Mhm. Euh, Ouais, je l'entends. Difficile à dire si ça va à la décision. Est-ce que... Ouais, je sais pas, hein, peut-être Et on pourrait avoir des surprises. Tu l'as dit, Mason Jones, il peut shooter à un moment donné, mettre au sol. Mhm. Ouais. Et alors, petit détail qui pourrait avoir son importance dans ce point-là, c'est Bolaji Oki c'est sécurisé d'un point de vue contractuel. Il a re-signé un deuxième contrat à l'UFC. Donc en général, l'UFC, ton premier contrat, c'est 4 combats. Ah oui, Après ton oui. quatrième, tu renégocies. Et là, il y a eu l'annonce comme quoi il a renégocié. Et donc, Mm. je pense que c'est Guillaume Pelletier qui avait parlé de ça. Par exemple, pour BSD, l'UFC lui avait mis bonne film en mode tu seras underdog. Si tu perds ce combat, peut-être que tu sautes. Donc renégocie maintenant. Voici une prime pourrie. Mhm. Et en fait, ils ont dit non, on renégociera après bon film. Ils ont gagné. Du coup, ils avaient un levier de négociation pour demander plus d'argent. Et donc là, on est peut-être dans le même cas de figure et au final, le clan Bolaji Hockey a joué la sécurité. C'est OK, on accepte ce deuxième contrat avec pas une grosse Ouais, ouais. augmentation pour pas prendre le risque de, en cas de défaite, sauter. Parce que s'il perd, il est à 2-2 à l'UFC dans une division lightweight où il y a beaucoup de monde, où les Mm. places se bousculent. Et donc ouais, peut-être qu'il y a un peu ce truc, moins de pression de devoir absolument performer. Et donc ça va dans ton sens. Ça va dans le sens, pas besoin d'un finish particulièrement du côté de Bolaji en tout Mm. cas. La victoire suffit, le contrat est garanti, donc la décision est plus probable. Mm, mm. Comme main event après le Tale of the Tape. Mauricio One Shot Ruffy occupe la 15e place du ranking UFC et la 16e au classement Fight Minds. Il a remporté 12 de ses 13 combats professionnels et affiche un palmarès intact en 3 combats sous la bannière de l'UFC. Avec 11 victoires par KO, il a un taux de finish à 92%. Benoît Saint-Denis est 13e au ranking UFC et 14e selon Fight Minds. Il possède 14 victoires pour 3 défaites avec un palmarès à 6-3 à l'UFC. 100% de ses victoires sont avant la limite avec 10 soumissions et 4 KO. Les deux combattants mesurent 1m80, mais le Brésilien aura 6 cm d'allonge en plus que le Français avec 1m91. Debout, on est sur des styles offensivement engagés avec 5.4 frappes qui touchent à la minute du côté de BSD contre 4.4 du côté de Ruffy avec une précision comparable à 55 contre 58%. Défensivement, c'est intéressant, malgré un gap de 20% à l'avantage du Brésilien qui affiche un excellent 61%, il se fait toucher autant de fois que BSD à la minute, à savoir 4.6 fois. Jusque-là, le représentant de la Fighting Nerd n'est pas intéressé par le sol. 0 tentative de takedown et une défense à 100%. Benoît Saint-Denis réussit 4.2 amenés au sol par 15 minutes avec 39% de succès. Mauricio Ruffy obtenait sa 3e victoire consécutive et la ceinture du Centurion FC en mai 2023 face à Ronnie Torres. Il passe alors au Contender Series et l'emporte dans la 3e reprise contre Magomed Aliev. Ses débuts à l'UFC sont réussis, KO sur Mularki au premier round, il bat ensuite Lone Top et continue sa série avec potentiellement le plus beau KO de cette année sur King Green en mars. Benoît Saint-Denis faisait rêver à Paris en 2023 face à Moises avec un TKO 2e round. 2 mois plus tard, il éteint Matt Frevola à New York, puis échoue sur un énorme step-up face à Dustin Poirier. Il revient en combat principal à Paris l'année passée face à un Moïcano qui force l'arrêt du docteur entre le 2e et le 3e round. BSD s'est refait face à Prepolek à l'occasion de l'UFC 315 en mai dernier. Brian Mauricio Ruffy est favori à 1,47. BSD pointe à 2,55. Je pars directement dans les cotes parce qu'évidemment, on a fait une analyse XXXL pour ce combat. Ça dépassait 1 heure. On est aux alentours de 65-35 pour le Brésilien. Est-ce que quelque chose t'intéresse sur ce combat? Est-ce que tu as un read particulier qui est venu après notre analyse? Est-ce qu'un scénario t'intéresse par rapport à une cote qui aurait de la valeur? Ouais, il y a une cote qui m'intéresse. J'en ai parlé sur les différents scénarios. Moi, je vous avoue que je comprends tout à fait les cotes. J'ai un petit peu peur Enfin voilà, je vais rester très optimiste sur le combat. Je vais rester très optimiste. La cote qui m'intéresse le plus, c'est Benoît à la décision. Ah, tu l'as aussi? Ouais, j'ai un petit read psychologique sur le combat ici, moi.
C'est pas ma force du tout, hein. Donc, vous pouvez vous foutre de moi, ma gueule en commentaire, pas de stress, mais voilà ma petite analyse. Donc, on a vu une interview de Mauricio Ruffi sur RMC. On sait à quel point les fighting nerds sont dans l'analyse, analyse dans le combat, mais aussi en dehors. Donc, ils analysent beaucoup ce qui se passe en dehors. Et grosso modo, Ruffi dit que BSD est un soldat, c'est un guerrier, il a besoin de foncer. Donc, il s'attend à un Benoît très agressif. Pour le cueillir. Tu dois mettre ça en opposition avec l'intellect de Nicolas Hoth, qui pourrait... Alors, si moi j'étais à la place de Nicolas Hoth, alors j'ai pas du tout ses compétences, mais si j'étais à la place de Nicolas Hoth, je partirais du principe que BSD va être suranalysé par les fighting nerds, et donc tu dois venir avec un élément de surprise. Tu dois venir en mode, on va vous surprendre avec quelque chose. Je crois que tu en avais parlé dans un podcast récent. Si tu combats tout le temps en droitier et puis que soudainement tu viens en gaucher, c'est une nouveauté pour ton adversaire. C'est une façon de sur ça, non? Mais oui, c'était peut-être là-dessus. Bon, j'ai pas envie que BSD vienne en droitier, c'est pas ça dont je parle, mais je pense que voilà, tu sais que les fighting nerds vont t'attendre au tournant sur ton agressivité, tu viens pour surprendre avec de la patience et du contrôle. Et après tu dois mettre ça en opposition aussi avec la capacité d'écoute de BSD et la capacité à suivre un game plan. Donc voilà, mais l'un dans l'autre, je me dis, on pourrait avoir un BSD qui est beaucoup plus dans, ok, je suis patient, je suis pas suragressif, je shoot au bon moment sans laisser une ouverture parce qu'il se fait quand même beaucoup connecter quand il essaie de casser la distance et le faire de manière peut-être plus mesurée. Et quand il le fait, c'est vraiment en mode, ok, maintenant que j'ai le contact, je garde le contact. Maintenant que tu es au sol, je te garde au sol. Je commence pas à vouloir te finaliser, à laisser une ouverture pour que tu te relèves. Et voilà, dans ce cas de figure-là, effectivement, je peux voir le combat aller à la décision. Alors, j'avais pas spécialement baisé à la décision, mais juste le combat va à la décision. La cote est à 3. Je m'attendais à ce que ce soit plus vers le 3.5 parce que tout le monde parle d'un finish ici, mais le 3 pourrait m'intéresser. Toi, donc, c'est baisé à la décision carrément. C'est à combien la cote? Baisé à la décision 6. Et quel est ton justificatif, toi, derrière le BSD à la décision? Quel est mon justificatif? Tout simplement, déjà, c'est en 3 rounds. Donc, ça passe quand même relativement vite. Je pense quand même que BSD, tout le monde le sait, je pense que aussi, c'est pas non plus son gros point fort, le striking. Effectivement, quand t'es un lutteur, oui, tu peux toucher sur des sorties de clinch, tu peux feinter, tu peux frapper. Quand l'adversaire est plus inquiet des entrées en lutte, il est un peu moins défensivement parlant, clairement. Mais je me dis que s'il se fait pas mettre KO par Ruffi, c'est qu'il y a eu pas mal de luttes et pas mal de grappling, tu vois. Je trouve je l'ai déjà dit, je trouve que BSD a une vraie capacité pour mettre au sol, pour prendre le dos. Il l'a fait à tous ses adversaires. Donc, je pense qu'il sera à nouveau capable de le faire. Ça a été souligné, moi j'avais trouvé que Ruffi avait un cardio correct, mais ça a été souligné. Il y en a pas mal qui trouvent que si c'est pas dans son rythme, c'est assez difficile pour lui. Ouais. Donc je me range un petit peu avec cet avis-là. Je pense qu'il pourrait très bien fatiguer, et par contre je vois difficilement Ruffi se faire soumettre parce que je trouve, alors si sur un bras-tête peut-être, parce qu'il a quand même des bras relativement longs. Sur un bras-tête, je le verrais beaucoup plus probable, mais sur un contrôle de dos, sur une prise de dos, je pense pas qu'il y ait eu encore les ajustements de BSD, donc je le vois plutôt l'emporter à la décision, quoi. Ouais, tu en avais parlé dans la longue analyse sur les petits détails qui peuvent faire une grosse différence chez BSD dans sa capacité à finaliser une fois qu'il est dans le dos. Il est vraiment excellent pour prendre le dos, il est excellent avec son contrôle de dos, mais il y a des petits détails qui l'empêchent de vraiment aller chercher le finish à partir du dos. On l'a vu contre Prepolek, il a le dos, il le finalise pas. Par contre, une fois qu'il part sur le bras-tête, ça fonctionne direct. Mais sur le read, en tout cas, là, je mets une cote qui m'intéresse. Je mets pas du tout le pronostic que j'ai en tête et comment je vois le combat. Je pense que c'est clairement difficile de prévoir ce qui va se passer dans la tête de Benoît Saint-Denis, si réellement il va être capable de suivre les instructions, ce qui n'a pas été le cas sur le précédent combat, tu vois, entre le premier et le deuxième round. Ça s'est bien passé. On peut prendre ça de manière positive sur le fait que, pour la suite, je peux l'entendre, mais ça reste quand même que, sur la frustration, ça peut être vu positivement, mais aussi négativement. Je pense qu'à un certain niveau, t'as pas le choix que de suivre un game plan.
Ouais, bah écoute, Partir ça, en ça, ça, impro, peut être, ça ça peut peut être. passer contre un certain niveau, mais dans le top 10 lightweight, partir en impro, ça va pas passer à chaque fois. Ouais. Alors c'est déjà passé, c'est vrai, c'est déjà passé. Ça s'est passé contre Prepolek. Maintenant, voilà, sur l'inquiétude d'avoir quelqu'un qui va arriver avec un game plan, je pense que pour Ruffy, c'est un combattant où il faut suivre le game plan, clairement. Il faut lui prendre du temps. Si la technique que tu voulais placer, elle passe pas, il faut continuer. Il faut juste dire, ok, elle est pas passée, mais le gars il s'est fatigué, etc., etc. Il Ouais. faut le rincer, tu vois. Mais par contre, il y a une complexité quand même dans ce que moi j'ai dit par rapport à la patience et au contrôle, Mhm. etc. C'est que Mauricio Ruffi est meilleur dans un combat mesuré que dans un combat chaotique. Mais si tu mets un combat chaotique, c'est là où tu vas laisser des ouvertures sur lesquelles il va pouvoir Ah, capitaliser. Si tu es trop mesuré, il va aussi créer ses mhm. opportunités, créer ses ouvertures. Donc il faut trouver un peu Ah ben moi un juste milieu. Il y a une vraie complexité à ce niveau-là. quand tu as dit mesurer, etc., pour moi c'était pas debout. C'était plutôt le Ouais, une coller, fois au le sol. bloquer, le mettre au Ouais, sol, il se relève, le bloquer. Pas prendre de risque à sauter sur un dos, pas prendre de risque à aller voilà. sur une soumission. Moi, je le voyais comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, Ouais, priorité ouais. à tu te relèveras pas. Une fois que Voilà. j'ai le contrôle, je maintiens Je ce contrôle. Une tiens, je fois te que tu es au remets au sol, je m'assure sol. que tu restes au sol. Ouais, c'est vraiment Tu ça. passes un underhook, je recompose, je vais menacer un début de soumission, tu vas défendre, mais en fait, c'était juste histoire De bouger, ouais. voilà, de bouger, j'essaie de monter ma position, tu fais un effort pour te relever, je te remets au sol, etc. Ça, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que, oui, pour moi, c'est mesuré. Mhm. Et donc, oui, je te rejoins entièrement là-dessus. Ouais, ouais. Et puis, je pense que c'est ça qu'il fallait déjà faire contre Joel Alvarez. Donc, je me demande s'il n'y a pas déjà eu une partie contre un autre profil qui a été travaillée en mode on va le mettre au sol et on Ouais, va et mettre une priorité sur mais le bon, c'est contrôle. ce qui devait être fait contre Prepolek, hein, au deuxième round, hein, Et malgré c'est les pour ça, instructions, hein. c'est pour ça que j'avais mis, donc moi dans mes notes, c'est vraiment ce que Ruffy a dit, donc à quoi les Fighting Nerds s'attendent, versus l'intellect de Nicolas Hoth qui va vouloir potentiellement surprendre sur le game Mhm. plan, versus la capacité Parce d'écoute que, et de mettre en place un game plan de ouais, BSD ouais. sur 15 minutes. Dans, C'est vraiment le facteur X, quoi. dans les commentaires, alors moi, j'avais pas écouté l'entre-deux rounds, hein, c'est en écoutant les interviews que j'ai découvert ça. Mais dans les commentaires de l'analyse, certains avaient dit oui, mais contre Prepolek, ça a été enfin voilà, il a fait une bonne performance, c'était un combat facile, je comprends pas les critiques ou des trucs comme ça, parce que j'ai été assez critique en Ouais. disant que il était rentré un petit peu à la bagarre, qu'il se faisait un peu toucher et que face au niveau qu'il avait en face, normalement ça aurait dû être premier round finish ou la même chose que le premier round au deuxième sans toutes les ouvertures qu'on a pu voir au deuxième round, tu vois. Toutes ces Ouais, ouvertures-là, elles sont en lien au fait qu'il n'ait pas écouté le game plan, clairement. ouais. Et tu l'as Donc, dit, ouais. à un niveau supérieur, ça passera pas. Donc voilà. Mhm. Et bon, j'avais aussi fait un tweet par rapport à ça. C'est vrai qu'on peut critiquer cet aspect-là sur Benoît, au même titre que Ruffy s'est retrouvé dans une situation un peu similaire où il avait un combat prévu contre quelqu'un. Ce quelqu'un, je sais plus qui c'était, s'est désisté. Il y a James Luntop qui est venu le remplacer en dernière minute. James Luntop qui a pas du tout le niveau adéquat, tu vois, c'est quasi comparable au niveau de Prepolek. Et au final, Ruffy, bah, c'est une de ses décisions avec son combat son round le plus dur à l'UFC, le troisième contre Luntop. Donc là aussi, Ruffy aurait dû être bien plus à l'aise dans ce combat qu'il ne l'a été. Donc voilà, c'est quelque chose aussi pour nuancer. Si on veut critiquer cet aspect-là chez Benoît, il y a aussi une critique qu'on peut mettre enfin une lecture qu'on peut mettre du côté de Ruffy où il n'a pas toujours été à 100% dans ses combats, quoi. Ouais, mais là, Dans ses combats faciles, ça en tout sera cas. pas un. Oui, ici, Je pense pas que Ruffy ait eu une indication et il a pas écouté le game plan. Je pense que non, Ruffy, c'est il pas a à ce été en niveau-là. difficulté, il Ouais. avait un profil qu'il n'a pas travaillé. Et Mais comme tu vois, comme c'est je l'avais dit dans l'analyse, moi, un truc chez Ruffy, c'est de temps en temps, il veut être trop créatif. Et par exemple, ah contre oui, Luntop, il le connecte super bien, puis il part sur son tornado kick et il perd l'opportunité de finaliser dans le premier round. Conséquence, il se fatigue dans le 1, dans le 2 et dans le 3, il commence à subir et il perd le troisième round contre Luntop. ah ouais. Mais c'est vrai que les Fighting Nerds, sur des combats un peu en last minute, c'est pas là où ils sont les meilleurs, hein. Comme d'hab, avec les stratèges. Avec les stratèges, T'as c'est normal, les c'est équipes normal. plus stratèges, voilà, si c'est du short notice, bah, ta stratégie, t'as peu de temps pour la mettre en place et t'as surtout peu de temps pour la travailler en pratique. Exactement. On passe au combat principal après le Tale of the Tape.
Caio Borralho est classé 7ème au ranking UFC et 6ème au classement Fight Minds. Il affiche 17 victoires pour une seule défaite et est invaincu sous la bannière de l'UFC en 7 sorties. Avec 5 victoires par KO et 4 par soumission, il termine 53% de ses victoires avant la limite. Nassourdine Imavov est numéro 2 au classement UFC et Fight Minds. Il a remporté 16 de ses 20 combats professionnels et est à 8-2 à l'UFC. Dans sa carrière, il a gagné 7 fois par KO et 4 fois par soumission, soit 69% avant la limite. Le Français est 4 cm plus grand du haut de son 1m91 et aura la même allonge que le Brésilien avec son hip ratio à 1 tout pile. Nassourdine Imavov envoie plus de volume avec 4.5 frappes qui touchent à la minute contre 3.6 pour Borralho. Ce dernier semble plus mesuré avec 60% de précision offensive et 62% de responsabilité défensive contre 55 et 58% chez Imavov. Caio Borralho réussit un takedown par 2 rounds avec 60% de succès et se sera mis à l'épreuve face aux 78% de takedown defense de Nassourdine Imavov. En octobre 2022, Caio passait à 3-0 à l'UFC grâce à une décision sur Muradov. Il soumet ensuite celui qui est devenu son partenaire d'entraînement, Mikhail Houssar, et rentre dans le top 15 suite à sa victoire contre Abus Magomedov. Il termine ensuite Paul Craig dans la deuxième reprise et obtient la victoire et le Fight of the Night dans sa dernière sortie face à Jared Cannonier. En juin 2023, Nassourdine Imavov dominait Chris Curtis jusqu'à une collision de tête menant à un no contest. Il bat ensuite Roman Dolidze par décision, Cannonier par TKO, Allen par décision à Paris l'an passé et finalement Israël Adesanya par KO en février dernier. Les cotes ont bougé de ouf. Nassourdine avait ouvert à 1,70, soit un peu plus de 55% de chance de victoire, et il est aujourd'hui à 2 tout rond, en étant allé jusqu'à un tout petit peu plus que 2,05, donc un peu moins de 45%, ça a bougé de plus de 10% à un moment. Il est léger underdog aujourd'hui. Toi, c'était vraiment ton pronostat. Hein. Dans notre analyse qui est disponible sur la chaîne, tu avais dit que c'est un 50-50. Comme c'est en France, tu voyais plutôt 55-45 Nassourdine, et si le combat avait été au Brésil, tu aurais plutôt dit 55-45 Caio au Brésil. Du coup, les cotes reflètent un peu ce que toi tu pensais. Est-ce qu'une position t'intéresse sur ce combat? Je pense que moi je vais rester loin parce que j'ai envie de profiter, hein, mais c'est comme j'ai pas envie d'avoir en tête ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, tu vois. En plus, tu auras déjà vidé ton Coca Zéro que tu seras allé chercher pendant Tavares contre Pritzek. Donc, tu pourras profiter que du combat. Tu n'auras plus à boire ni quoi que ce soit. Écoute, je trouve que les cotes sont bien faites, quoi. Combat à son terme, à 57, clairement. Je sais pas si je vais mettre dessus, tu vois. Écoute, moi, le fait que Nassourdine soit passé léger underdog, je trouve que ça donne un tout petit peu de valeur sur sa cote. Et j'ai regardé Nassourdine après la moitié du combat. Donc Nassourdine après 2.5 rounds. Sa cote passe de 2 à 2,40 hier soir en tout cas. Ça va peut-être bouger maintenant, je vais aller regarder. Mais voilà, Nassourdine après 2.5 rounds à 2,40, ça m'intéresse. Ah ouais. Voilà, ouais, c'est resté à 2,40. Je pense que je vais aller mettre peut-être une demi-unité dessus parce que comme toi, tu vois, j'ai vraiment envie de profiter du combat. Quand je mets une unité ou plus, j'ai ça dans ma tête. Quand j'ai moins d'une unité, j'arrive à dire, c'est quoi? Écoute, ouais, moi j'ai vraiment du mal à voir un finish sur ce combat, je t'avoue. Je pense que Borralho, il fuit beaucoup, hein, enfin il fuit. Ouais. Il se déplace beaucoup. Ouais, j'ai vraiment du mal à voir un finish. J'ai vraiment du mal à voir un vainqueur. Je trouve que les deux ont les armes pour l'emporter. Si le combat part un petit, enfin voilà, tu vois, sur un style un petit peu boxe soviète, entrée-sortie, avec un style un peu plus karaté, entrée-sortie, voilà, tu vois, avec des déplacements. J'entends, il y a beaucoup d'observateurs qui voient Caio chercher à mettre au sol et l'emporter grâce au grappling, tu vois. Je sais pas si on en avait parlé dans l'analyse, mais je sais pas trop. Je suis pas sûr, moi, de ce chemin-là. Si, peut-être s'il y a une opportunité, mais pour moi, elle se présentera des deux côtés. Donc, si à un moment donné, Nassourdine a une ouverture pour mettre au sol, contrôler, frapper, comme il avait fait avec Brendan Allen, je pense qu'il le fera, sans aucun problème. Mais de l'autre côté, Caio, je pense qu'il fera la même chose. Mais que l'un ou l'autre le fasse de manière intentionnelle, j'ai du mal à le voir, tu vois. Surtout avec cette distance.
Ouais, c'est ça, surtout avec cette distance. Alors, s'il y en a un qui réussit à vraiment très bien mettre la pression, très bien cadrer, bah, la distance peut se réduire et ça pourrait ouvrir des portes. Mais encore une fois, ça signifierait que celui qui arrive à mettre la pression se sent moins à l'aise debout. Ça commence à faire, tu sais, beaucoup de Mhm. multi-probabilités pour qu'on arrive à ce scénario-là. Et je le vois pas arriver en tout début de combat. Comme tu l'as dit, ça va pas être le game plan A, ni d'un Ouais. côté ni de l'autre. Ça pourrait être préparé dans un scénario où t'es pas à l'aise avec ses déplacements, t'es pas à l'aise avec sa distance, il te touche plus debout, il prend les rounds de justesse debout, il faut varier. Mais voilà, ce sera à partir du 3 et 4 et je pense pas que tu aurais une intention vraiment de finaliser, tu aurais plus une intention d'aller chercher les minutes. Ouais, et je pense sincèrement en plus que Caio, ils vont vouloir faire durer un peu le combat, c'est en synchrone. Euh, je suis persuadé qu'il va avoir un gros cardio, qu'il a un très bon cardio, mais la réalité c'est que il est très explosif, très musculeux, très volumineux, et la mère nature a fait que les gars qui sont musclés comme ça se fatigue un peu plus vite, tu vois. Mhm. Donc on a des profils, enfin tout le monde le sait, hein, les profils, les skinny fat, tu vois, un peu gras comme ça, c'est des fibres longues, c'est pas explosif, mais par contre ça dure longtemps, tu vois, Ouais. ça dure longtemps. Donc voilà, donc je pense que je vais rester loin de ce combat-là. Je pense que ça va être un combat intéressant. J'ai très hâte aussi, hein, je vous avoue, très très hâte. Hein. Ah ouais, Franchement, franchement, c'est dingue parce que à un moment on était tous un peu genre en mode fou, ça va être le pire UFC Paris. Au final, ça s'est transformé oh, en le meilleur UFC Paris et même à l'international. Hein. Tu ouais, regardes des comptes internationaux, particulièrement européens, mais même américains, c'est un très solide fight night. bah C'est un écoute, très oui, solide hein. fight night pour les internationaux et avec 5 Français sur la carte ou 4 maintenant, 4 non 5 Français sur la 5, carte. ouais. Euh, c'est encore mieux, enfin pour l'appréciation du public francophone, on va dire, Mhm. c'est un kiff majeur quoi. Donc ouais, j'ai très hâte d'être à samedi. J'imagine à quel point toi et John et tous ceux qui vont avec vous de Fight Minds ont hâte d'être carrément sur place. Ouais. Mais ouais, profitez. À fond, à fond. Juste, on peut Vas-y. faire une petite parenthèse sur le remplacement parce qu'il est passé Oui, en carte, en sous-carte, hein, KE et Fernandez. ouais. On en a parlé, on a analysé, on était super emballé par. Alors pas à l'annonce, clairement, parce qu'on attendait tous de voir Fares prendre un top 15. Par contre, une fois que on s'est rappelé qui était KE et Fernandez, on s'est tous dit que c'était et un bourbier et un combat qui allait être incroyable, tu vois. Ouais. Et donc, il y a eu beaucoup de spéculations sur une possible signature française pour remplacer. Pas mal Mhm. d'observateurs ont cherché un petit peu, mais bon, moi je me doutais que ça allait signer ailleurs, Moi, quoi. Hein. je l'avais dit que c'était plus, enfin, un des noms les plus probables, ce serait Hardwick. Moi, Ah, je tu pensais l'avais à dit. Georges. Ah, Oui, dans un de mes, Georges, il a perdu, hein, ouais, mais sa c'est pour ça. ceinture. Hein. Sur un de mes, C'est incroyable, n'empêche. une Ouais, de mes stories Insta, on me demandait qui seraient les remplaçants pour Ruffy, etc., ouais. etc. Et donc j'avais dit, ouais, si c'est un lightweight en short notice, il faudrait peut-être aller chercher plutôt champion Cage Warrior, ce genre de truc. Donc Hardwick était un des noms qui était sorti. Et donc, Harry Hardwick, c'est pas un 66 à la base? C'est un 66. C'est le champion des 66 du Cage Warriors qui vient en short notice dans la division du dessus, un peu à l'image de Axel Sola. Hein. Ah ouais, ouais. T'en penses quoi, toi, du combat? Juste. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai fait une micro-analyse là sur un réel. En gros, ce que j'aime beaucoup dans ce combat, c'est au niveau des distances. On est sur deux distances complètement différentes. Kao Fernandez impose une distance ultra lointaine. On en avait parlé dans notre analyse. Il exploite beaucoup ses kicks. A besoin d'espace pour s'exprimer. Harry Hardwick, c'est quelqu'un qui est à l'image de son frère. Son frère le fait peut-être de manière plus intense, mais il est tout le temps sur toi. Il avance, il cherche le boxing range, il cherche le clinch, il frappe bien le corps, il utilise majoritairement ses poings, mais il sait aussi envoyer des petits low kicks. Donc il va vraiment y avoir une guerre de déplacement, selon moi. On va avoir un Fernandez qui va chercher à avoir de l'espace et à piquer de loin. Et on va avoir un Harry Hardwick qui va vouloir mettre la pression, qui va devoir cadrer. Et s'il arrive à le faire, il a une carte à jouer. Donc ouais, moi c'est un combat que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'opposition. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? J'en pense que ça va être très compliqué pour Harry Hardwick sur le premier round. Et on en a parlé juste avant hein, sur le physique. Je pense que Ouais, Harry Hardwick est très bon dans la fatigue et quand l'adversaire a un peu grillé ses cartouches, quoi. ouais, Et clairement. un style un petit peu comme les frères Diaz en Ouais. boxe, très longiligne. Euh, ouais, bah c'est clair que le remplacement, c'est pas le combat. Enfin, clairement, on perd largement, très très largement, on change.
qui viennent de la catégorie du dessous face à très longiligne KES. Je pense que KES, ça va être compliqué. Mais en tout cas, sa signature, c'est cool. Et moi, ça m'a permis de revoir un petit peu les combats de Harry Hardwick. Et c'était sympa. Donc, je vous invite, si vous avez un peu de temps, d'aller sur le Fight Pass et de regarder ce qu'il a fait. Le style est sympa. J'aime bien. Ouais, moi aussi, c'est un style engagé, quoi. Hein. C'est engagé et particulier. C'est pas du n'importe quoi, vraiment. C'est les deux Hardwick. Moi, c'est deux profils que j'aime beaucoup regarder. J'étais assez déçu quand George Hardwick avait manqué son opportunité au Dana White Contender Series. Je m'attendais vraiment à ce qu'il passe. Je suis encore plus déçu qu'il ait perdu sa ceinture au Cage Warriors parce que j'espérais le voir à l'UFC. Maintenant, on a son petit frère, donc pas déçu du tout qu'il puisse faire ses débuts. J'espère juste que il pourra montrer quelque chose dans ce combat et qu'il pourra avoir une autre opportunité derrière. Brian et les amis, en tout grand merci. Profitez bien de l'UFC Paris. Nous, on va se retrouver. On doit encore s'organiser avec Brian, mais donc je ferai un récap à chaud en solo puisque Brian sera sur place. Et puis avec Brian, on fera un récap à froid XXL à son retour de Paris, tout simplement. Ouais. Donc abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire. Rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.